Donc, effectivement, nous allons voir ensemble ce qu'il se passe autour de l'hémostase et de la thrombose, de ce monde passionnant qu'on a découvert euh, avec cette maladie, on va dire nouvelle maladie. Et une petite introduction de manière générale avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, on vous a dit, on vous l'a redit par rapport à cette nouvelle maladie avec ce virus découvert à la fin de l'année 2019 qui a deux grandes particularités, comme vous le voyez, qui est sa très forte contagiosité. Et avec nos nouveaux modes de vie, le fait que ça diffuse, que c'est apparu en Chine et que derrière il y ait eu une diffusion exponentielle due à nos modes de vie, due à tout ce dont on a pu parler sur les clusters, sur le mode de contamination, eh ben c'est devenu quelques semaines une pandémie euh, extrêmement déroutante. L'autre volet, et si Heikel en a parlé tout à l'heure, c'est que on est parti d'une maladie qu'on disait une mauvaise grippe à une maladie qui a une évolution déroutante et une mortalité qui n'est pas négligeable. Et on est tous extrêmement, on va dire, perplexes devant des aggravations de patients qui n'ont pas particulièrement de facteurs de risque et qui aboutissent au décès. Et si sur le plan clinique, vous voyez que la majorité des gens présentent des symptômes légers à modérés, eh bien, un certain nombre quand même vont évoluer vers les formes graves avec des centaines de milliers de morts. Et toujours cette question sur qu'est-ce qui fait basculer ces patients. Revenir un petit peu sur le mode évolutif de cette maladie. Probablement deux maladies en une. Une première maladie qu'on va dire en phase virale, qui correspond à la multiplication du virus, qui va donner ce syndrome grippal, des signes pulmonaires qui pourraient se résoudre assez rapidement, quelques jours, à parfois, vous voyez ici, un passage et un gap vers une autre maladie qui n'a plus rien à voir avec la maladie virale, qui est beaucoup plus flambante, qui est beaucoup plus grave et qui fait basculer des patients vers des réanimations extrêmement lourdes. Et à ce moment-là, ce n'est plus du tout une maladie virale. Et vous le voyez, le virus quasiment disparaît chez ces patients qui développent une réaction inflammatoire hyper immune qui n'est plus contrôlée et qui va détruire elle-même cette réaction inflammatoire, l'organisme et le poumon. Donc ce n'est plus du tout à ce moment-là une maladie virale. Et on peut imaginer que globalement, quand on est à cette phase de pénétration de virus, de multiplication de virus au tout début, eh bien, on va avoir sur le plan thérapeutique une approche qui est une approche antimicrobienne en général. On va essayer d'empêcher la réplication virale, on va acidifier les vésicules par des produits, notamment la chloroquine, pour empêcher la multiplication de virus. On va utiliser des antiviraux, même si maintenant on se rend compte que pratiquement rien ne marche sur ce virus. Mais quand la multiplication a déjà été enclenchée et qu'on va aller vers des réactions immunes spécifiques qu'on ne pourra plus contrôler pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, et ben à ce moment-là, on pourra donner tous les antiviraux qu'on voudra. Et ben, ce n'est pas ce qui permettra d'améliorer les patients et on va arriver sur ce qu'on appelle l'orage cytokinique et le SDRA et les patients qu'on a beaucoup de mal à stabiliser. Vous voyez qu'à cette phase-là, eh ben, c'est plutôt des molécules immunologiques anti-inflammatoires, anti-IL6, corticoïdes qui peuvent apporter quelque chose chez ces patients. Sur le plan clinique, on est passé là aussi en évolution d'une maladie qui était à expression essentiellement pulmonaire virale vers une maladie véritablement systémique. Et vous voyez ici la distribution des symptômes. Et on ne revient pas sur les descriptions tous les jours, de nouvelles formes qui apparaissent, des formes immunologiques, des Guillain-Barré, des accidents vasculaires cérébraux et j'en passe. Pour entrer dans le vif du sujet de ce dont nous allons parler, je vous reprends ici ces différentes formes où on a forme modérée, forme sévère, forme critique. Et on sait globalement que, que ce qui fait que les patients font des formes un petit peu plus sévères sont des comorbidités. Et en général, quand les sujets sont jeunes et qui n'ont aucune morbidité, le risque de passage vers une forme sévère est finalement extrêmement rare. Mais encore plus que le passage vers les formes sévères, ce sont vers ces formes critiques qui donnent une mortalité qui est impressionnante.
Et le passage vers ces formes critiques qui vont nécessiter une réanimation lourde, on a des paramètres cliniques, essentiellement l'obésité qui sort, et des paramètres biologiques. Et parmi ces paramètres biologiques, très vite, en Chine, sur les premières descriptions, on va trouver l'élévation des dédimères et on va trouver l'élévation de la CRP qui est que le reflet de cet orage cytokinique et de l'augmentation de l'interleukine 6 dont vous entendez beaucoup parler. Et pourquoi on va insister sur ces éléments-là? Parce qu'à cette phase-là, eh ben, c'est vraiment des thérapeutiques qui vont essayer de viser ces anomalies-là, qui pourront peut-être apporter un bénéfice clinique à ces patients. Donc, je vous mets là la littérature qui a permis de montrer que les dédimères ou l'activation de la coagulation en général était un facteur prédictif, vous voyez ici, de décès ou d'admission en unité de soins intensifs ou en réanimation. Et globalement, au-delà de 1000 de dédimères, on sait que ce sont des malades qu'il va falloir vraiment surveiller de manière très sévère. D'autres publications, toujours émanant pratiquement toutes de Chine, vont comparer les taux des dédimères des survivants et des patients décédés ou ayant été admis en unité de soins intensifs. Et là encore, vous voyez que le gap est extrêmement impressionnant sur des valeurs de dédimères qui ont impressionné très rapidement les équipes soignantes. Et on va aller un petit peu plus, maintenant qu'on a des publications un petit peu plus fouillées, et je peux vous dire qu'en 3 jours, pour ceux qui ont assisté à la conférence de samedi, en 3 jours, il y a eu pratiquement autant de publications que sur les jours qui ont précédé. On va voir sortir un certain nombre d'éléments un petit peu plus intéressants, notamment que vous voyez dans cette étude chinoise où on a comparé les survivants et les décédés en analyse multivariée, un taux de dédimère supérieur à 2000 était prédictif de mortalité. Et vous voyez, c'est et l'augmentation des dédimères et leur cinétique, ça bascule très vite, très rapidement. Entre le 5e et le 7e jour, le taux de dédimère va commencer à augmenter rapidement et c'est un très mauvais indicateur. L'autre publication, toujours dans le même sens, où on va regarder les patients consécutifs et on va corréler le cut-off des dédimères à 2000 avec les décès. Et vous voyez ici, les gens qui ont moins de 2000, leur courbe de survie est totalement plate, alors que les autres, eh bien, vous voyez que leur courbe de survie plonge, avec un chiffre qui est autour de 51, le risque de décès, mais on s'en fout. L'important, c'est de montrer que c'est un vrai marqueur prédictif de mauvaise évolution de cette maladie. Ça, c'était les constatations, on va dire, biologiques, d'accord, hémostatiques. Et pour pas être trop lourde à ce point de vue-là, il y a des études, on a regardé aussi le TP, le TCA, les plaquettes, ainsi de suite, et tous ces éléments-là baissent, mais l'élément marquant, c'est les dédimères, c'est ce pourquoi on a insisté dessus. L'autre constatation, c'est on a constaté que sur des données autopsiques, alors il y a maintenant de plus en plus d'autopsies qui sont rapportées. Ça, c'est une donnée qui est la première, une analyse de DICA, qui n'est pas une véritable autopsie, qui était des prélèvements biopsiques post-mortem, qui vont trouver des thrombofibrinoïdes dans plusieurs vaisseaux, et pulmonaires et ailleurs du poumon, ce qui montre bien que c'est une maladie systémique. Et dans une étude, c'est dans cette autopsie qui a été faite aux États-Unis, on voit bien sur les coupes pulmonaires qu'il y a des thromboses. Elles sont de petite taille, mais elles existent de manière objective, avec également des microthrombes disséminées dans les petits vaisseaux capillaires pulmonaires. Donc là aussi, une composante et biochimique sur l'élévation des dédimères et constatation anatomopathologique sur les thromboses. Après sont venues les constatations cliniques. Et c'était des constatations cliniques avant d'être réellement chiffrées, où les collègues réanimateurs et praticiens, essentiellement en Italie et en France, vont nous dire que c'est bizarre, il y a des thromboses totalement inhabituelles de cathé artériel qu'on changeait tous les 2-3 jours, et là on est obligé de les changer jusqu'à 2 fois par jour, des thromboses de cathé centraux qui ne répondent à aucune cause de thrombose de cathé central, et surtout également des thromboses de filtres d'ECMO, qu'elles soient veineuses ou véno-artérielles, et des thromboses de filtres et de canules d'hémodialysés totalement inhabituelles.
Et à partir de ces constatations-là, on a commencé à regarder d'un petit peu plus près les patients. Et pour ceux sur lesquels on avait des doutes sur le plan diagnostique, pour lesquels on a fait quelques scanners, au début, on ne faisait pas réellement de scanners, on a trouvé des embolies pulmonaires en réanimation et des embolies après les levées des patients post-réanimation. Alors, à partir de là, on va commencer à avoir des données un petit peu cliniques, un petit peu plus intéressantes. 2 études cliniques qui viennent de Hollande. La première qui vient de l'équipe de Leiden sur 3 hôpitaux où on va essayer d'avoir en prospectif l'incidence des thromboses, qu'elles soient thromboses disséminées artérielles ou veineuses. On reviendra sur la thromboprophylaxie ultérieurement. La coagulopathie sur le TP-TCA, pas sur les D-dimères dans cette étude, était corrélée aux complications thrombotiques. Et surtout, on commence à avoir des chiffres. Sur un suivi de ces patients qui étaient en unité de soins intensifs, 30%, un patient sur 3 va faire une complication thrombotique, essentiellement veineuse, mais aussi artérielle. Ça rejoint un peu l'autre équipe hollandaise de Saskia Middeltrop, qui va, elle, suivre de manière prospective des Covid hospitalisés, pas forcément en unité de soins intensifs, et elle va les suivre pour rechercher les maladies thromboemboliques veineuses, globalement 20% de maladies thromboemboliques veineuses. Et cette maladie thromboembolique veineuse était associée à un risque hasard de décès multiplié par 3. Quand on fait une thrombose chez ces patients, on a un risque de mortalité multiplié par 3. Et vous voyez dans le suivi des patients, entre les patients qui sont en unité de soins intensifs versus qui ne sont pas en unité de soins intensifs, même si ces chiffres sont au-delà des chiffres qu'on retrouve normalement chez les malades hospitalisés en médecine, les chiffres sont extrêmement impressionnants. À 15 jours en unité de soins intensifs, un malade sur 2 va faire une maladie thrombotique. Et toujours dans ces chiffres d'incidence, l'équipe française de Strasbourg va rechercher, mais ça chez des patients en unité de soins intensifs, les complications thrombotiques chez les patients. Et par exemple, chez ces patients, il y en a 100 qui vont avoir un angioscanner thoracique. On va trouver une embolie pulmonaire chez 25% d'entre eux, un patient sur 4. Et ils ont été là aussi impressionnés par les thromboses de circuits d'épuration extra-rénale. Vous voyez, tous les patients thrombosent de manière anormale leur circuit. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'inhabituel avec un rationnel clinique de thrombose veineuse, thrombose artérielle, microthrombose. Et surtout, toutes les études, toutes les collègues rapportent que c'est des patients qui ne font pas de complications hémorragiques, qui montrent bien qu'on est plutôt sur un versant prothrombotique chez ces patients. On a un rationnel biologique avec une augmentation très importante des D-dimères, d'allongement du TP-TCA, des thrombopénies modérées et un taux de fibrinogène qu'on a du mal à situer, mais qui est probablement la majorité des cas très augmenté, et un rationnel histopathologique. Alors, ça ressemble à une CIVD. Et quand on voit la définition de la CIVD sur l'ISTH, on est dans ces clous de l'ISTH. Sauf que le fibrinogène ne baisse pas, que les plaquettes ne baissent pas beaucoup, et ce ne serait pas vraiment le tableau standard de la CIVD qui est rencontré dans les sepsis sévères. Justement, dans les sepsis sévères, la CIVD implique qu'il y ait une activation de la coagulation, de la fibrinolyse, et tout cela aboutit à un déséquilibre extrêmement important de l'activation de la coagulation et qui va aboutir à de la thrombose et à du saignement dans des proportions qui sont en général équivalentes. Dans le Covid-19, ça ne ressemble pas beaucoup à cela, même si on est dans les critères de la CIVD. C'est des patients qui ne saignent pas, qui ne font pas beaucoup baisser leurs plaquettes, et ça ressemblerait à une pseudo-CIVD. Et justement, pour aller un petit peu plus loin dans cette analyse, et pour revenir sur le fait que ça ne ressemble à rien d'autre et que ce n'est pas quelque chose de classique, l'équipe strasbourgeoise a regardé parmi les patients qui ont thrombosé et a comparé les patients qui rentraient pour un syndrome de détresse respiratoire Covid versus non Covid. Et vous voyez dans ce plot-là que les patients Covid en SDRA font 6 fois plus, par exemple, d'embolie pulmonaire, thromboser leur système de canules, d'expiration extra-rénale, ainsi de suite, de manière significativement plus importante que les patients qui avaient un SDRA non Covid.
Et même dans cette étude, ils ont regardé également l'hémostase et il apparaît significatif, cette hémostase est totalement différente. Le taux de dédimère est beaucoup plus important, l'allongement du TP-TCA est également beaucoup plus important, sans réelle modification des plaquettes et du fibrinogène. Donc finalement, si on revient un petit peu à la physiopathologie pour essayer de comprendre ce qu'il en est, on voit que sur le plan pratique, il y a une vraie activation de la cellule cible par le Covid. Cette activation de cellule cible, la cellule endothéliale en fait partie. Et cette cellule endothéliale, quand son activation a deux conséquences. La première conséquence, c'est de mettre à nu le facteur tissulaire et donc qui va enclencher la coagulation, la cascade de la coagulation dans le but de fermer la brèche, d'accord? Sauf que par un biais d'activation de l'hémostase, on aura également une activation de la fibrinolyse et cette activation de la fibrinolyse va faire que la brèche ne va pas se faire, ne va pas se fermer. La deuxième conséquence de l'activation de la cellule endothéliale, c'est la mise à nu également de certaines molécules qui sont des molécules chimiotactiques qui vont appeler les polynucléaires neutrophiles, qui vont les activer, les monocytes, et qui vont, à ce niveau-là, d'accord, en le regardant ici, libérer leur cytokine et faire ce qu'on appelle l'orage cytokinique. En parallèle avec l'activation des cellules immunitaires par le virus qui, elles aussi, ne vont pas pouvoir être freinées dans leur activation. Et cette balance où on ne peut pas gérer l'activation immune vient peut-être là aussi d'un problème d'hôte qui, en plus de l'orage cytokinique, n'arrive pas à freiner correctement cette hyper-production de cytokines. Et donc, on a, chez ces patients, autant une activation de l'hémostase qu'une activation de l'inflammation, qui sont les deux volets sur lesquels, normalement, on doit pouvoir agir chez les patients en réanimation. C'est intéressant parce que quand on a cette CIVD ou cette pseudo-CIVD, eh bien, les recommandations thérapeutiques, sans parler des patients qui ont thrombosé, on ne revient pas sur ça, mais chez les patients qui ont une CIVD, uniquement une CIVD, peuvent bénéficier d'une thromboprophylaxie ou d'une héparinothérapie à visée prophylactique. Et les recommandations de l'ISTH qui ont été publiées dans ce sens reviennent sur, effectivement, dès que les patients présentent des éléments d'augmentation des dimères, de baisse du taux du TP, taux de prothrombine et du fibrinogène, ce qui ne sont pas réellement des choses qu'on voit chez ces patients, eh bien, on leur propose une thromboprophylaxie aux doses standards de thromboprophylaxie. Sauf que la majorité des collègues vont vous dire que ça ne suffit pas. Déjà, cette étude chinoise va nous dire que l'héparine, c'est pas mal. L'héparine, ça fait mieux que rien chez ces patients. C'est une étude qui est rétrospective, qui va avoir une centaine de patients qui vont être traités par héparine. Et cette étude va dire, c'est des taux d'héparine qui sont des taux d'héparine qui sont relativement bas, de thromboprophylaxie. On peut déjà s'étonner sur le fait que uniquement 100 malades sur 400 et quelques ont eu de l'héparinothérapie chez des malades qui, normalement, tous auraient dû avoir un traitement anticoagulant. Eh bien, il ressort dans cette étude d'abord que les dédimères en multivariés étaient corrélés avec la mortalité, mais aussi que l'utilisation de l'héparine était potentiellement protectrice, entre guillemets, et qu'il y avait une mortalité moindre chez les patients qui avaient une héparinothérapie, même avec des doses qu'on considère aujourd'hui comme insuffisantes. Et quand on regarde, et ils ont corrélé la survie avec le taux des dédimères, et le bénéfice, et d'autant de cette héparinothérapie, est important chez les malades qui ont une DIC, c'est-à-dire une activation de la coagulation, et les patients qui ont des taux de dédimères qui sont extrêmement élevés. C'est une étude où il y a beaucoup de limites, qui est rétrospective, où on n'est pas sûr de l'homogénéité des patients dans cette étude. Par contre, chose qui est extrêmement intéressante, c'est dans les deux études dont on a parlé tout à l'heure, les deux études hollandaises qui vont rechercher, qui vont trouver cette incidence entre 25 et 30% de thrombose chez les patients qui soient en unité de soins intensifs ou pas. Et bien, ces deux études, tous les patients recevaient une thromboprophylaxie, vous voyez ici, avec des doses qui ne sont pas des petites doses, qui sont des doses supra-thromboprophylactiques. Et ça nous montre bien que
ces patients ont certainement besoin de doses importantes d'anticoagulation. Et sur cette base-là, les collègues français vont émettre un certain nombre de recommandations qui, à notre avis, sont un petit peu plus adaptées à la situation que les recommandations de l'ISTH, qui ont beaucoup été critiquées sur la toile et dans les publications. Un petit mot sur l'obésité pour faire le lien avec les recommandations des collègues français, qui est que l'obésité, vous le savez, risque relatif de thrombose élevé. Ce sont des patients qui ont une inflammation subentrante dans la majorité des cas quand le BMI dépasse 35 kg par mètre carré. Et bien, vous voyez dans cette étude pour Covid que le fait d'avoir un BMI au-delà de 30-35 était corrélé en analyse multivariée avec l'admission en réanimation. Et vous voyez que les patients obèses avec un BMI au-delà de 30-35 ont 7 fois plus de malchance d'être ventilés. Et là aussi, c'est une étude de nos collègues français lillois. Ils vont regarder par rapport aux patients non SARS et ils vont se rendre compte et ils vont nous donner l'information comme quoi l'obésité chez ces patients SARS était beaucoup plus importante, on va dire, en termes de marqueurs d'évolution vers une ventilation ou vers une admission en réa que les patients non SARS, qui montre bien que c'est un indicateur qui est important à prendre en considération. Et toujours dans ce cadre-là, en réanimation, aux États-Unis, sur une cohorte qui n'est pas négligeable de patients, l'obésité était un des éléments majeurs comme facteur pronostic d'admission en réanimation chez le sujet jeune, moins de 60 ans, qui n'avait aucune comorbidité. Alors tout cela nous amène à construire et à expliquer comment le risque de nos collègues français du groupe interdisciplinaire d'hémostase a construit les recommandations sur qu'est-ce qu'il faut faire chez ces patients. Alors, vous avez ici le schéma de manière globale, mais on peut le décortiquer ensemble pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut proposer. Alors, par exemple, ce qu'ils appellent un risque intermédiaire, c'est les patients qui n'ont pas de facteur de risque de thrombose, qui ne sont pas obèses et qui sont hospitalisés. Je ne suis pas sûre que quand on a besoin d'oxygène chez ces patients, on peut rester sur ces doses prophylactiques standards d'HBPM ou d'héparine chez les patients qui ont une insuffisance rénale. Vous avez ici les propositions, donc chez les malades hospitalisés, sans facteur de risque. Pour la deuxième case, qui est la case bleue, qu'on va considérer comme un risque élevé. Un risque élevé, ce sont des patients qui n'ont pas thrombosé, qui sont obèses et ou ayant un facteur de risque majeur de maladie thromboembolique veineuse, notamment un cancer ou un antécédent de thrombose, hospitalisés, qui ont besoin d'oxygène ou qui sont admis en unité de soins intensifs, la prophylaxie va être multipliée par 2, revue à la hausse, et on va donner de l'énoxaparine, vous le voyez ici, à 4000 x 2 par jour, chez les obèses 6000 x 2 par jour, et de l'HNF à des doses beaucoup plus importantes que celles qu'on utilise de manière standard chez les malades qui sont en insuffisance rénale. Et il propose une surveillance de l'anti-DISA, surtout chez les malades thrombopéniques et chez les malades qui, pour éviter donc effectivement le surdosage en HBPM. Le troisième groupe, c'est le groupe à haut risque chez lequel on va proposer une anticoagulation curative. Et c'est normal, quand ils ont thrombosé, ok, donc on va anticoaguler de manière curative. Mais ce qui est tout à fait original, c'est qu'on peut proposer une anticoagulation curative uniquement sur des marqueurs biologiques qu'on a vu être extrêmement corrélés à une mortalité élevée, que sont un fibrinogène au-delà de 8 grammes par litre et des dimères au-delà de 3000 nanogrammes par millilitre. Les patients en ECMO, de toute façon, sont anticoagulés en curatif et dès qu'un patient va être mis en ventilation artificielle, il est proposé qu'il soit en anticoagulation curative. Dernier volet que nous allons voir, c'est l'avant-dernière diapositive, c'est les patients qui sont sous traitement anticoagulant au long cours et qui vont faire un Covid ou en période de Covid. Et quand les patients, qu'ils aient une maladie thromboembolique veineuse ou qu'ils aient une fibrillation atriale non valvulaire, on propose chez ces patients de switcher de l'AVK vers une héparine de moléculaire ou une héparine non fractionnée à dose curative chez les insuffisants rénaux. C'est la même recommandation
que ce soit pour les AVK ou pour les AOD, avec un arrêt de l'AOD en 12 heures à 24 heures après la dernière prise, en fonction qu'on le prenne 1 ou 2 fois par jour. Et une recommandation intéressante en ce qui nous concerne par rapport aux patients porteurs de valves mécaniques ou porteurs de valves biologiques récentes, ou qui sont sous AVK au long cours, où on pense que le risque thrombotique est suffisamment élevé pour garder l'antivitamine K le plus longtemps possible, sauf quand ils vont passer en réanimation ou en unité de soins intensifs, et pour lesquels il faudra vraiment que l'anticoagulation soit le plus stricte possible. Voilà, c'était ma dernière diapositive pour en arriver à la conclusion que cette maladie, c'est une maladie qui nous apprend beaucoup de choses, qui finalement ne ressemble à aucune autre maladie, tant sur le plan clinique, évolutif que réanimation, et on le voit aujourd'hui sur l'hémostase thrombose. On avait l'habitude de parler de thromboinflammation, qui était un concept qui était connu, mais jamais sur ce mode-là, avec cette intensité-là, avec cette interaction-là entre la thrombose et l'activation de la thrombose et l'inflammation et l'entretien de la thrombose par l'inflammation et l'entretien de l'inflammation par la thrombose. Il faut être extrêmement vigilant chez les patients qui présentent des symptômes qui vont commencer à s'aggraver pour probablement leur proposer sur le côté thrombotique une anticoagulation la plus efficace possible, le plus rapidement possible, avec des augmentations de dose dès qu'on sent que le patient est en train de basculer vers une activation importante de la coagulation. Voilà, je vous remercie.